Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette première réunion d'information concernant les rythmes de l'enfant. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir ce soir dans cette salle du Val-Marie pour pouvoir avoir des premiers échanges qui, je n'en doute pas, seront très intéressants et très constructifs pour que chacune et chacun d'entre nous puisse se faire un petit peu une opinion, puisse avoir plus d'éléments afin de savoir ce qui est le mieux pour nos enfants. Je pense que si nous avons bien une préoccupation principale, c'est bien aujourd'hui nos enfants et notre jeunesse. Et donc, nous avons souhaité, avec Monsieur le maire, organiser durant cette année scolaire des réunions d'information, une grande consultation afin de pouvoir établir tous ensemble ce qui est le mieux possible pour nos enfants. Nous n'avons pas voulu prendre de décisions hâtives au mois de septembre qui vient de passer sur ces rythmes scolaires, mais bien de pouvoir échanger avec toutes et tous, de pouvoir s'écouter ensemble, avoir les interrogations de chacun, que nous puissions aussi vous présenter nos préoccupations et nos attentes, quelles qu'elles soient, afin que chacun puisse avoir un avis éclairé au moment de la grande consultation qui aura lieu la semaine du 19 au 23 février. Normalement, vous avez tous été destinataires, si le papier n'a pas été au fond du sac, n'est-ce pas, du déroulé en fait de ces prochains mois. Donc avec ces deux réunions d'information ce soir et mercredi. Ensuite, les réunions beaucoup plus techniques du mois de février, du 5 et 7 février. Et ensuite, cette consultation afin que nous puissions prendre les meilleures décisions, comme je l'ai dit. Donc, merci à nos intervenants de ce soir d'avoir répondu présent et de pouvoir nous éclairer sur l'aspect, on va parler famille, on va parler enfant, on va parler santé. Voilà, donc l'enfant vraiment dans sa globalité, dans son environnement. On va laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter chacune et chacun. Une quinzaine de minutes, je pense, à peu près d'exposé pour chacun. Et puis ensuite, surtout, un jeu de questions-réponses avec la salle, si vous en êtes d'accord. Eh bien, écoutez, monsieur le maire, un petit mot. Je crois que tu as parfaitement résumé notre état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est surtout de ne rien décider sans vous, puisque c'est un sujet qui est compliqué, qui est difficile, où quelle que soit la décision qui sera prise, elle ne satisfera qu'une partie des Thionvilloises et Thionvillois, surtout nos petits, mais que rien n'est inscrit dans le marbre, je le dis une fois de plus. Avec Pauline Lapointe-Zordan, nous avions décidé de faire 2 réunions de discussion à travers des experts, puis de réunions techniques afin de procéder par la suite à la votation. Donc moi je remercie les services des affaires scolaires de la ville de Thionville qui ont mis sur pied ces réunions, qui ont parfaitement analysé la situation à la fois sur les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients, ce qui concerne notamment l'organisation future qui pourrait être proposée si nous revenons à la semaine des 4 jours. Mais je le dis bien, et à celles et à ceux qui sont ici dans la salle, rien n'est inscrit dans le marbre. Personnellement, ma décision n'est absolument pas prise. Je crois que ce sera une décision après que nous prendrons en fonction de la votation. J'utilise ce terme à la Suisse, cette votation qui sera faite au mois de février. Voilà. Et puis je remercie bien sûr tous les intervenants ici présents qui participent à cette réunion, ainsi que l'inspectrice Audrey Léninger et vous tous ici présents. Merci, on va commencer. Bonsoir, j'ai le privilège de débuter la soirée, donc je regarde l'heure pour ne pas dépasser le quart d'heure attribué. Donc je suis sociologue de la famille et je vais donc vous parler de l'évolution des formes familiales, sachant qu'il y a de multiples définitions pour la famille, et que les modèles changent en fonction des époques et puis des lieux. On peut dire qu'en Occident et en France, il y avait trois façons de faire famille. Les historiens ont recensé ces modèles-là au moins depuis l'an 1000.
et que ces modèles familiaux dépendent beaucoup des conditions de vie de ces familles-là. Il y avait ce qu'on appelle la famille souche qui regroupait au sein d'un même toit, donc c'est un même lieu de vie, on va dire un patriarche qui avait tout pouvoir avec ses enfants mineurs et ensuite uniquement l'héritier. L'héritier qui pouvait être, pas forcément l'aîné d'ailleurs, mais le cadet. Et tous les autres enfants qui voulaient s'installer étaient bien sûr obligés de quitter le toit familial parce que ce type de famille se retrouvait plutôt en zone montagneuse où il y avait peu de moyens de subsistance, des pâturages, de l'agropastoralisme. Et donc, il fallait des familles assez réduites, sinon il n'y avait pas de quoi nourrir tout le monde. Ensuite, donc ça c'était la famille souche, nous avions la famille communautaire, où là, toujours sous la direction d'un patriarche, se retrouvaient tous les membres de la famille unis pour la vie entière. Donc tous les enfants du couple, pour résumer, ainsi que les conjoints et les petits-enfants, vivaient donc ensemble parce que ces familles-là vivaient dans des zones agraires où il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre et donc on avait besoin de force de travail. Et puis, on avait aussi, et on a toujours, la famille plutôt nucléaire. Alors, maintenant, effectivement, on pourrait considérer qu'elle explose un peu, mais c'est parce qu'elle est fondée sur un noyau qui est constitué du couple et uniquement des enfants mineurs. Bien sûr que c'est notre famille, c'est la famille dans laquelle nous vivons encore à l'heure actuelle. Et les enfants devenus grands, en règle générale, sauf conditions économiques un peu difficiles, quittent donc le foyer parental pour s'installer à leur tour. Et ce style de famille-là se retrouvait dans les bourgs, dans les villes, dans tous les lieux ouverts au commerce et aux échanges. Donc il y avait ce qu'on appelait les bourgeois, dont des notables, des commerçants, des artisans. Alors, ce qu'il faut savoir, puisque comme on parle là, il est question des enfants, de nos enfants là ce soir, donc dans l'Ancien Régime, les familles, hormis les deux premières familles communautaires et souches, les familles nucléaires confiaient beaucoup leurs enfants à des nourrices ou en apprentissage dès l'âge de 7 ans quelquefois. C'est-à-dire qu'à l'époque, et jusqu'on va dire fin 19e, les familles élevaient peu leurs enfants et les confiaient vraiment à d'autres. Donc c'est Jean-Jacques Rousseau et les hygiénistes au 19e siècle qui ont convaincu les mères finalement d'arrêter leur travail parce que les femmes travaillaient pour se consacrer à l'éducation des enfants parce que pour Rousseau, entre autres, c'est bien connu que c'était un peu dans l'ordre des choses et dans l'ordre de la nature. J'illustrerai bien ça juste en disant qu'à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, une année sur 21 000 naissances, à Paris, il y avait seulement 1000 enfants qui étaient élevés par leur mère, et allaitaient donc par leur mère, 1000 autres encore allaitaient, prise en charge par une nourrice au domicile parental, et donc 19 000 autres enfants qui étaient envoyés au loin chez des nourrices avec une mortalité infantile assez conséquente, et les parents les reprenaient quand bon leur semblait. Donc je ne dis pas que c'était particulier. Alors, pour en revenir aux familles nucléaires que nous connaissons encore actuellement, il y avait deux modes de fonctionnement. Il y avait ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Alors, la fonction, c'est la satisfaction d'un besoin par une activité, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais soif, je me suis servi un verre d'eau, donc j'ai bien satisfait un besoin par une activité. Et dans ce modèle-là, donc réglé, vraiment monté en puissance au 19e siècle, début 20e, avec une apogée encore dans les années 1950. L'homme était le pourvoyeur de revenus, donc travaillait à l'extérieur, et puis était plutôt chargé à socialiser les enfants, toujours en lien avec la vie sociale à l'extérieur. Et les femmes avaient un rôle expressif,
pouvait dire ça comme ça, mais elle était centrée sur l'éducation des enfants et sur les tâches domestiques. C'était le modèle de la femme au foyer ou de la mère au foyer, selon la terminologie qu'on veut utiliser. Les femmes travaillaient à peine avant de se marier et arrêtaient de se marier. Et puis, en 1973, il y a quelque chose qui s'est passé dans les statistiques qui comptabilisaient le nombre de mariages et le nombre de divorces. 1973, c'est la première année où le nombre de mariages avait diminué et puis le nombre de divorces augmenté. D'abord, on a cru que c'était passager, et puis en fait, c'est ce qu'une sociologue qui s'appelle Irène Théry a indiqué comme l'ère du démariage. C'est-à-dire que tout le monde, on est à peu près à 50% de taux de divorce à l'heure actuelle, alors qu'en général, il n'y en avait que 6% entre 1945 et 1965. Pourquoi ? C'est parce que, entre autres, les femmes étant revenues sur le marché du travail, ayant la possibilité de vivre plus indépendamment, n'ont plus accepté de vivre mal mariées, finalement, jusqu'à la fin de leur jour. Et en même temps, c'est développé ce qu'on pourrait appeler l'individualisme. Alors, à ne pas confondre avec l'égoïsme, mais je tiens à faire la différence. L'individualisme, bien sûr, c'est l'individu qui prime. Il y a peut-être des excès à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on veut se réaliser soi-même. Ce qui compte, c'est plus l'individu que le groupe familial. Et ce qui a entraîné effectivement des revendications et un taux de divorce qui n'a cessé donc d'augmenter depuis 1973. Dans ce style de famille, il y a beaucoup de négociations sur le partage des tâches. On explique aussi beaucoup aux enfants pourquoi on interdit quand on interdit, parce que quelquefois on n'ose même plus cadrer les enfants suffisamment pour leur permettre une socialisation complète, on va dire. Mais c'est vraiment un ordre négocié qui régit la famille. Mais en même temps, il faut bien savoir que malgré tout, les deux modèles fonctionnalistes et individualistes perdurent. Et il dépend beaucoup du milieu social d'origine. Par rapport au mariage, on peut dire qu'il y avait 3 caractéristiques. C'était bien sûr des mariages d'amour, ce n'était plus des mariages arrangés. Une division très stricte des rôles entre l'homme et la femme, et puis une attention accrue portée aux enfants. Et à l'heure actuelle, maintenant, la question peut se poser de savoir qui est parent. Est-ce que c'est celui qui donne naissance et transmet ses gènes, ou est-ce que c'est celui qui prend soin de l'enfant et l'élève, ou encore celui qui donne son nom et transmet son patrimoine? Tout ça était inclus au sein du mariage, et maintenant ça peut être dissocié. Un beau-parent peut très bien prendre soin d'un enfant sans pour autant lui avoir donné naissance et pas forcément pouvoir lui donner son nom. Donc il y a vraiment une dissociation de tout ça. Alors, 2-3 données quand même pour vous dire qu'il y a encore à l'heure actuelle à peu près 70% de familles PME, c'est-à-dire père, mère, enfant, ou familles traditionnelles, ou familles intactes, donc qui n'ont pas bougé depuis la mise en couple. Ça ne passe pas forcément par le mariage, ça passe par la vie maritale ou le PACS. Et ça concernait en 2009 13,9 millions d'enfants. 13,9 millions d'enfants. Le divorce continue malgré tout d'augmenter. Il y a 20% de familles monoparentales. Et ça concerne 3,5 millions d'enfants toujours en 2009. Et 10% de familles recomposées seulement avec enfin quand je dis seulement, c'est un constat. En général, en sociologie, on essaie d'apporter des éléments objectifs sans porter de jugement de valeur, donc avec 1,5 million d'enfants.
Alors, la résidence principale de l'enfant en cas de divorce, elle est à hauteur de 74%, 75% chez la mère encore, 8% chez le père et 17,8% en résidence alternée. C'était des données de 2014. Donc, on voit bien que la mère a toujours une place assez essentielle par rapport à ça. Par rapport à la grand-parentalité, parce qu'il peut y avoir encore des grands-parents qui assument la garde, qui accueillent leurs enfants, ce soit les vacances ou le mercredi ou même après l'école. Mais en fait, il n'y a pas là de modèle spécifique qui serait contemporain. En fait, ça peut aller du refus des grands-parents à toute implication dans la vie de leurs petits-enfants en estimant qu'ils ont assez donné avant et qu'ils refusent qu'on compte sur eux. Ça peut être l'intervention ponctuelle lors de crises, des divorces, des difficultés d'éducation ou aussi des situations d'échec scolaire. Donc là, ils peuvent avoir un véritable rôle éducatif. Alors, les plus investis vont réserver une chambre pour leurs petits-enfants, une garde-robe, enfin, ils vont investir dans du mobilier. Et bon, là encore, on peut dire que ce sont les grands-mères qui prennent en charge le plus souvent, mais malgré tout, il y a une répartition des rôles un peu plus, on va dire, égalitaire, puisque le grand-père est présent et qui ne rechigne pas du tout à s'occuper des petits-enfants. Alors, on a vu que les enfants dans l'ancien régime et encore jusqu'au 19e étaient peu élevés finalement par les parents. Et c'est juste pour attirer votre attention, parce que mon temps imparti, ça file vite, par rapport à la présence d'enfants et l'activité féminine. Alors, en 2014, les mères avec 2 enfants de plus de 3 ans, 81,8% de femmes avaient une activité professionnelle. Je ne parle pas du chômage, hein, on peut être actif, mais au chômage. Là, c'est vraiment l'implication ou le souhait d'une activité professionnelle. Elles sont 67% avec 3 enfants, toujours de plus de 3 ans. Avec des enfants de moins de 8 ans, sans que le nombre soit précisé, plus de 50% des mères arrêtent de travailler ou réduisent leur temps de travail, et 12% des pères qui font la même chose. Par rapport à l'activité masculine, les pères de 2 enfants de plus de 3 ans ont une activité à hauteur de 90,5%. Pour ceux qui ont 3 enfants de plus de 3 ans, travaillent encore à hauteur de 86,5%. Et on a vu que là, les mères ne travaillaient plus qu'à hauteur de 67%. Alors, les mères avec un premier enfant sont 28% à arrêter de travailler, 40% avec un deuxième enfant et 55% avec un troisième enfant. Et là, le niveau d'études a une influence, c'est-à-dire que les mères qui ont un niveau CAP, BEP ou inférieur interrompent leur activité professionnelle à hauteur de 47%. Et elles sont 29% à arrêter de travailler lorsqu'elles ont un niveau Bac plus 2. Alors, juste un petit exemple par rapport à l'arrêt de travail. À l'époque, c'était l'allocation parentale d'éducation. Donc, la prise d'un congé parental rémunéré par la CAF, donc c'est le complément d'activité. Donc, c'est une étude qui date du début des années 2000. Il y avait 2% de pères qui arrêtaient de travailler pour s'occuper de leurs enfants pendant un congé parental. Et le motif, en fait, en toute logique, ces pères-là s'arrêtaient de travailler plutôt que les mères parce qu'ils gagnaient moins
de salaire que leurs épouses. Et donc, au sein du couple, tous les deux avaient des activités des temps contraints, c'est-à-dire des horaires atypiques et puis travailler le dimanche. Et donc, mais c'est parce que dans le privé, alors je ne sais pas si au Luxembourg, si vous travaillez au Luxembourg, si c'est aussi la même chose, mais le niveau de rémunération des femmes étant moindre que celui des hommes, ça les pousse plus facilement à s'arrêter de travailler parce qu'en toute logique, on ne veut pas perdre trop de rémunération quand on veut s'occuper d'un enfant. Je vais bientôt arrêter là. Les raisons de l'interruption de l'activité. Alors, pour 90% des mères estimaient que c'était la meilleure des solutions pour leur enfant. Alors oui, pourquoi pas. Mais après, il faut voir que tout autour, il y a beaucoup de contraintes quand on veut continuer, pour les pères et les mères, quand on veut continuer son activité professionnelle et quand on veut faire garder l'enfant, il y a des coûts, il faut trouver un mode de garde qui convient. Alors, à hauteur de 64% de ces parents-là, quand même, c'est parce qu'il y avait une offre de garde inadaptée. Pour 30%, c'était trop cher. Pour 17%, il y avait une incompatibilité d'horaire. Et 17%, pas de solution de garde à proximité. Voilà, tout ça pour ramener un peu le débat de ce soir. C'est-à-dire que ce soit des TAP ou NAP, je ne sais pas comment vous dites ici, nouvelles activités périscolaires, ou du périscolaire, la prise en charge des enfants par des structures, ça permet aux hommes et aux femmes de pouvoir s'impliquer professionnellement, en tout cas la conscience tranquille, s'il y a une prise en charge de qualité. Et c'est vrai que pour les enfants qui, ayant fréquenté les temps d'accueil périscolaire, j'essaie de retrouver juste ma page parce que je vais m'arrêter là. Pour eux, c'était hyper important. Bon, d'une part, ça leur permettait de s'amuser, de se défouler, nécessité de se détendre, mais aussi de découvrir et de créer. Et c'est hyper important. Création artistique, développement de nouvelles compétences. C'était discuter, se retrouver entre pairs hors système plus cadré, et puis faire de nouvelles rencontres, être aidé. Bien sûr par les personnels encadrants, mais aussi par d'autres enfants, parce qu'il y avait une ouverture sur des enfants au-delà de leur classe, et puis aussi d'aider. Donc ça développait aussi de la solidarité. Donc tout ça pour dire que les accueils collectifs sont en même temps très constructifs pour les enfants qui peuvent donc acquérir de nouvelles compétences. Et j'arrête là mon intervention. Merci de votre attention et je vais passer donc la parole à mon collègue ici à côté. Merci beaucoup. Je trouve que la suite est intéressante puisqu'on parle de la famille et moi je vais surtout parler de l'enfant et de la parole de l'enfant. Donc moi je m'appelle Gilles Thomas, je suis le directeur d'Espace Rencontre à Thionville qui s'occupe de conflits, de séparation et de tout ce qui touche la parentalité conflictuelle. Et en particulier, un de mes métiers, puisque j'en ai plusieurs en plus d'être médiateur familial, un de mes métiers, c'est d'être chargé par le tribunal d'auditionner les enfants lorsqu'ils demandent à être entendus dans le cadre de conflits. Et j'auditionne plus de 300 enfants par an dans le cadre de ce conflit. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que, Pierre le sait, je suis président d'une confrérie de la tête de veau et de l'andouillette, ce qui était un grand honneur pour moi. Et les enfants, je les auditionne au McDonald's. Alors vous imaginez la difficulté pour moi, mais c'est bien pour montrer toute la difficulté d'aller auditionner un enfant dans un endroit qui lui appartient. Je ne fais aucune pub pour McDo, rassurez-vous. C'est une horreur. Quand on rentre là-dedans, ça sent mauvais, alors qu'une andouillette, c'est tellement délicat. Enfin bref. Donc... Je voulais vous parler de cette parole de l'enfant que je pense essentielle puisque c'est mon quotidien. Et je retiens quelque chose qui a été mis en titre et je vous remercie, c'est de dire qu'un enfant ne dit pas mais donne à entendre. Alors c'est une phrase de Christiane Olivier qui est pédopsychiatre, qui explique clairement qu'un enfant, il ne va pas dire les mots comme ça, il va simplement se servir de son corps en priorité pour venir vous dire à vous adultes ce qu'il a envie de vous dire. Les mots, ils vont suivre, mais ils ne vont jamais être en premier, ou alors les mots qui vont être les premiers ne seront peut-être pas les vrais. C'est ceux qui vont tenter d'apporter, d'alerter. Et je vous demande vraiment d'être attentif à ce que va vous dire votre enfant avec son corps, avec ses pleurs, avec la façon qu'il va interagir avec vous.
Je suis expert aux assises dans des histoires dramatiques de crimes, de viols, d'inceste, et c'est vrai que le corps de l'enfant est pour moi vraiment une clé extraordinaire de sa capacité à communiquer. Alors, la parole de l'enfant, elle est essentielle, puisque je vous dis, j'auditionne plus de 300 enfants par an, et en particulier parce qu'ils demandent à un moment donné à être entendus dans le cadre du conflit entre papa et maman, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que 99,9% me disent, tu sais, moi je les aime tous les deux. Et je voudrais une chose, c'est qu'ils soient restés ensemble. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils restent ensemble? Mais je sais que ce n'est pas possible. Mais maintenant, eh ben, quand ils sont séparés, il faut que je fasse avec. Alors je leur explique que, tu sais, c'est pas de ta faute si papa et maman ils sont séparés. C'est pas parce qu'ils s'y disputaient, parce que tu mangeais pas tes brocolis ou tes choux de Bruxelles. Oh, mais j'aime bien les choux de Bruxelles. Ah, zut. On va trouver autre chose. Hein. Sauf que c'est important pour toi de comprendre que tu n'es pas responsable de ça. Et du coup, les enfants, ils vont pouvoir se construire avec ça. Donc, j'insiste sur plusieurs points. L'enfant, il a besoin de cadre. Je fais partie du schéma départemental, des cadres du schéma au niveau de l'aide sociale à l'enfance. On vient de faire une journée complète pour mettre le schéma, pour terminer le schéma. On a plusieurs ados qui sont intervenus parce qu'on avait décidé de donner la parole aux ados et aux enfants. J'ai fait intervenir un petit bonhomme de 11 ans qui fait partie du groupe de parole de parents, puisque j'encadre des parents régulièrement le soir, des parents en difficulté éducative, avec qui on va travailler sur comment éduquer, comment emmener l'enfant au supermarché, comment lui imposer d'aller se coucher, comment lui enlever le téléphone, parce que c'est toutes des questions que les parents se posent au quotidien. Et ce petit bonhomme que j'ai fait intervenir, je l'ai fait intervenir sur les nouvelles technologies, parce que j'avais donné avec mon collègue une conférence sur les nouvelles technologies, les intérêts et les avantages. Et ce petit Sian, il est intervenu devant les collègues du département à 11 ans. Et il dit, mesdames, messieurs, ne laissez pas vos enfants tout seuls devant l'ordinateur. Restez à côté. Parce que les Illuminati, c'est une connerie. Mais si vous ne lui dites pas, il ne le sait pas. Restez à côté, regardez ce qu'il regarde. Il dit, ma mère n'est pas là. Si, sa mère était là, il le savait. J'ai 11 ans, je vais sur GTA. Quand on est sur GTA, c'est tout simple. Pour changer de niveau, c'est un jeu de voiture. Hein. Mais pour changer de niveau, il faut faire monter 2 prostituées dans ta voiture, il faut que tu tortures une personne et il faut que tu en écrases 2. Et là, tu changes de niveau. Il me dit, à 11 ans, c'est pas beau. Hein. Okay, alors c'est interdit au moins de 18 ans, mais sauf qu'il y a beaucoup de parents qui pensent que 18 ans, des fois, mon gamin, il est vachement intelligent. Il joue avec des jeux qui sont réservés à ceux de 18 ans. Non, c'est pas tout à fait ça, mais beaucoup le croient malheureusement. Donc je pense que la demande de cadre, elle est au-delà de la parole de l'enfant. Et j'insiste, votre enfant, il n'est pas en train de vous demander du cadre. Il ne va pas vous dire, mets-moi des limites. Mais quand on va discuter avec l'enfant, c'est ce qu'il nous dit à nous qui savons l'écouter. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de limites. J'ai besoin qu'on sache jusqu'où je peux aller ou jusqu'où je ne peux pas aller. Je viens de terminer une conférence avec une collègue pédopsychiatre du CMPP d'Ayange. On l'avait intitulée « Est-ce qu'éduquer met l'amour en danger ?» Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a plein de parents qui venaient nous voir en disant « Quand je mets des limites à mon gamin, il vient me voir, il me dit « Je t'aime plus ». Eh bien, je crois qu'il ne m'aime plus, mon gosse. Je suis malheureuse, moi, quand il ne m'aime plus. Mais mesdames, messieurs, votre enfant, il vous aimera toujours. Même si vous êtes maltraitant. Même si vous êtes gravement maltraitant, votre enfant, il vous aimera. Même s'il ne vous le dit pas, c'est comme ça. Donc, je vous en prie, ne vous laissez pas embarquer par des paroles. Allez voir la réalité. C'est sûr que pendant 5 minutes, il va vous haïr parce que vous n'avez pas voulu acheter le dernier machin truc, le dernier jeu à forme. Mais c'est normal. C'est normal, c'est un enfant. Mais les 2 êtres qu'il aime le plus au monde, c'est son papa et sa maman. Au-delà de tout. Et ça, c'est important de l'entendre. Même s'il vous dit le contraire. Donc là, je viens de faire j'avais proposé un petit travail avec un film qu'on a fait qui a été fait par Ikea. Je fais de la pub pour le McDo, pour Ikea, vous voyez, j'ai honte. Et Ikea, ils ont fait un film où ils ont demandé à 12 enfants d'écrire au Père Noël. Donc les enfants écrivent au Père Noël, c'est superbe. Hein. Alors je dis ça parce que je fais aussi le Père Noël, mais il ne faut pas le dire, il n'y a pas d'enfants dans la salle. Donc vous verrez, c'est superbe. C'est le volume, hein, c'est ça. La barbe, je l'atteins, c'est compliqué. Mais donc 12 enfants qui écrivent au Père Noël et qui disent « Père Noël, je veux une vie, je veux une nuit, je veux une guitare et tout ». Et après, on leur propose d'écrire à leurs parents. Et les enfants, ils écrivent à leurs parents. Ils me disent « Oh, c'est dur », qui dit « C'est dur d'écrire à mes parents ». Et puis les lettres, c'est tout simple. Je voudrais que tu passes un tout petit peu de temps avec moi. Je voudrais qu'on joue au foot ensemble. J'ai encore auditionné un petit garçon cet après-midi de 8 ans qui me dit « Je suis passionné de foot ». Et tu sais quoi, mon rêve? C'est que mon papa, il joue un tout petit peu au foot avec moi de temps en temps. C'est mon rêve. Eh bien, il ne peut pas le faire. Hein, c'est tout bête. Hein.
Donc, les gamins chez Ikea, là, ils disent clairement, moi, je voudrais que mon papa et ma maman, ils passent du temps avec moi. Pas longtemps, mais au moins du temps, parce que ce temps-là, j'en ai besoin. Je ne demande pas à ce qu'ils passent toute la journée, mais je demande à ce qu'ils puissent m'accorder du temps juste pour moi. Et ça, c'est une continuité aussi dans les auditions d'enfants. Il y a beaucoup d'ados qui me disent, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon père, il n'a plus trop le temps de s'occuper de moi, ou ma mère non plus, mais des fois, je voudrais juste une après-midi qu'on aille se faire les courses entre femmes, ou entre filles, hein, ou que mon père, on aille se voir un match. La qualité du temps. Et ça, c'est très important pour eux. Parce que ce temps-là, il vaut 10 fois ce que vous pourriez leur donner autrement. Donc pensez-y, cette qualité de temps, elle est essentielle. Moi, j'ai des situations à Espace Rencontre où j'ai des parents qui ont été gravement maltraitants. Et ils voient leur enfant des fois qu'un quart d'heure dans le mois. Vous allez me dire, c'est rien un quart d'heure. Eh bien, l'autre jour, j'ai une maman qui était chez le juge des enfants. Elle dit, je suis maman pendant 3 quarts d'heure. Eh bien, je voulais dire merci à M. Thomas parce que les 3 quarts d'heure là, je suis maman. Et ma gosse, quand elle rentre, elle dit « maman ». Avant, elle disait « à peu ». Vous voyez la différence? 3 quarts d'heure. Alors la qualité, c'est essentiel. Donc on est en train de travailler sur la chronobiologie, sur le temps, mais j'insiste, moi, et je pense que c'est important, que le temps pour l'enfant, c'est un temps de qualité. La nounou cathodique, vous en passez. Hein? Mettre un gamin devant la télé pendant des heures et des heures, je vous garantis, ce n'est pas la bonne idée. Surtout quand il est tout petit, parce qu'il ne comprend pas un dixième de ce qui se passe. L'enfant, je disais, il a besoin de limites. Il a besoin aussi de pouvoir désirer. Je suis malheureux aujourd'hui, je vais faire le Père Noël au tribunal la semaine prochaine. 80 enfants, et je le fais depuis des années. Sur 80 enfants, je vous promets, il y en a 40 d'âge de croire au Père Noël qui viennent me voir. Père Noël, je t'aime, c'est génial, je suis payé pour ma journée. Père Noël, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont commandé. Père Noël, c'est tout. C'est déjà tout. Mais qu'est-ce que tu as commandé? Tu as regardé le catalogue? Pas besoin, Père Noël, c'est tout. Bon, quand un gamin de 4 ans me dit « c'est tout », je suis très malheureux. Et pas qu'en tant que Père Noël, je vous promets. Hein. Là, je fais de la schizophrénie, mais je me dis « mais attendez, ils n'ont plus de désir. Ils n'ont plus de désir. » Vous imaginez, vous vous souvenez le catalogue qu'on regardait un mois avant les fêtes de Noël? On le retournait dans tous les sens et on voulait tout. C'était pas magique, ça? Eh bien, cette magie-là, elle n'existe plus. En tout cas, pour 40 des 80 gamins que je vois. Je vais terminer une conférence qui s'appelle « Nos enfants manquent de manquer ». Et c'est une constante pour moi, je suis désolé. Ce dont manquent beaucoup de nos enfants, c'est juste de manquer. Là, actuellement, j'ai plusieurs adolescents de 14-15 ans qui sont d'une violence extrême avec leurs parents. Il y en a un, il a fallu les gendarmes pour faire sortir le gamin de la maison, il voulait poignarder sa mère. Tout simplement parce qu'ils ont tout. La question, c'est à Noël, qu'est-ce que votre enfant n'a pas? Ben, il a déjà tout. Et aujourd'hui, il a juste un truc qu'il n'a pas, c'est une limite et manquer. Alors heureusement, ça n'arrive pas dans toutes les familles, mais ça arrive très souvent, en tout cas très souvent dans mon métier à moi. Donc j'insiste, hein, ce temps que les enfants vont gagner ou ne pas gagner, et en tout cas ce temps que vous, parents, vous leur accordez, il faut à tout prix qu'il ait un sens avec votre enfant. Et je n'insisterai jamais assez là-dessus parce que votre enfant, lui, il va vous le dire, le temps qu'il passe avec vous. Il ne demande pas toute la journée, il demande des règles, il demande des limites. Mon téléphone portable, si tu me le laisses toute la nuit, c'est sûr que je vais être content. Sauf que je ne vais pas dormir. Sauf que je vais me mettre sous la couette et que je vais tchatcher avec les copains, Facebook et compagnie. Non, non, ce n'est pas une bonne idée, ça. J'ai besoin que tu me dises ton téléphone, il reste à côté de moi. C'est un cadre qu'on va leur mettre. Ils ont aussi besoin de stabilité, les enfants. Donc moi, je travaille en particulier autour de ce que... Je suis en train de préparer une conférence autour de la résidence principale alternée. Vous savez, on se prépare un enfant une semaine chacun, 15 jours chacun. C'est malheureux d'en arriver là. Les procédures judiciaires du divorce, c'est celles qui encombrent le plus le ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On donne la parole à l'enfant, donc on l'envoie déminer le champ de guerre de son père et de sa mère. Et à côté de ça, on va dire, puisqu'on ne pose plus de questions, le gamin il va passer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, sans poser de questions. Vous imaginez que le gamin, comment ils font? Moi, sur les 300 gamins que j'ai vus cette année, et ça fait des années, la loi existe depuis 2007, hein, donc depuis 2007, j'en vois plus de 300 par an des gamins. Les gamins, ils me disent, tu sais, moi, j'ai l'impression d'être un voyageur permanent avec ma valise. Je passe ma journée avec ma valise. Et quand j'ai oublié mon maillot de bain chez mon père, comme il est en guerre avec ma mère, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je vais à la piscine et j'ai le droit au maillot de bain des filles parce que c'est le seul qui reste. Et je ne suis pas content. Parce que ce n'est pas celui-là qui était prévu pour moi. D'accord? Voilà. Donc c'est aussi cette réalité-là qui me semble importante, hein, la stabilité. La semaine dernière, je suis désolé, la semaine dernière, j'ai auditionné 2 petits-enfants de 7 et 8 ans en Moselle, inscrits une semaine dans une école et une autre semaine dans une autre école. Et oui, ça existe.
C'est comme ça qu'on les rend fous, je vous promets. Le petit Victor, il me disait, tu sais Thomas, ben, la semaine, je ne sais plus où je suis. Quand je commence l'école, je dois faire tout le travail la semaine avant. Et puis les copains, je ne sais même plus quels c'est mes copains et quels c'est pas mes copains. OK? Stabilité. Et ça, c'est la faute des adultes. Hein, je suis désolé, ce n'est pas la faute des petits bonhommes. Hein. Et cette réalité-là, à un moment donné, il faut aussi qu'on l'entende. Parce que le rythme, il est aussi dans cette histoire-là. Comment je peux me construire en ayant un rythme qui me permette de me construire? Besoin de sécurité, ce besoin-là, il est important aussi. Je sais que je peux compter sur les adultes et que les adultes, ils sont là en permanence pour m'apporter la sécurité. Que mon père et ma mère, ils peuvent me défendre. Aujourd'hui, je viens de faire des courriers, puisque je gère un groupe de parole d'enfants, je viens de faire des courriers à plusieurs enfants au Père Noël, des petits. Sur beaucoup d'enfants petits, ils me disent, je voudrais qu'on arrête de me harceler. Le harcèlement devient aujourd'hui quelque chose de très important, et pas seulement à l'école, hein. Aussi au centre aéré, aussi, et ça c'est quelque chose qui est récurrent au niveau des enfants. Mais là, pour pouvoir travailler le harcèlement, il faut que ce soit des parents en face, il faut quelqu'un qui puisse servir, qui puisse être le présent à côté de l'enfant pour l'écouter. Et pour terminer, je voudrais juste vous lire une petite phrase que m'a écrit un gamin justement par rapport à ça. Père Noël, je voudrais que tu m'aides à arrêter de haïr mon papa. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont mis dans des guerres pas possibles. On parlait de la famille nucléaire tout à l'heure. Moi, malheureusement, Espace Rencontre, j'ai plus de 1000 familles par an sur Espace Rencontre. Hein. 1000 familles. Donc, sur les 1000 familles, je vous garantis que la haine, elle est souvent... La dernière en date, c'est une maman qui confiait l'enfant au papa pour le week-end et elle oubliait un détail. Ça s'appelle doudou. Vous savez, un détail. Ce n'est pas un détail. Quand on passe tout son week-end sans doudou, c'est terrible. Même s'ils ne sont pas bons, et surtout s'ils ne sont pas bons, parce que c'est là qu'il est le meilleur. Merci, messieurs, dames. Il va m'être difficile, après cet exposé très animé, très coloré, de vous amener sur un chemin plus peut-être théorique, celui de la chronobiologie. En tout cas, je remercie Monsieur le maire, Madame Zordan, Madame Musy, de m'avoir fait confiance pour porter cette parole pour vous ce soir. Moi, de quelle place je vais vous parler? Je m'appelle Nicole Dumay. J'ai été, pendant toute ma carrière médicale, médecin du service de promotion de la santé en faveur des élèves. Bonsoir, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale. Actuellement, je travaille pour le pôle petite enfance, donc je suis toujours dans la prévention, mais chez les tout-petits. Et dans mes temps de loisirs, je m'occupe également d'une association de prévention spécialisée et de médiation, où nous sommes plutôt sur la tranche des 11, 18, 21 ans. Voilà, donc de cette place-là, j'ai le privilège ce soir de vous parler de chronobiologie. Et comme je l'ai dit à Madame Musy, directrice de l'enseignement à la mairie de Thionville, je ne suis ni chronobiologiste, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas endocrinologue non plus, donc je vais faire très attention à ce que je dis là. Je vais parler sous le couvert de Pierre Cuny. Et donc, je vais essayer de rester centré sur la question qui nous préoccupe, c'est finalement quel est le bon rythme de la semaine scolaire, quel est le bon rythme de la journée scolaire. J'aurais aussi envie de dire, et pourquoi pas, celle des vacances scolaires, puisque ça en fait quand même bien partie. Nos enfants sont effectivement tantôt à l'école, tantôt à la maison, tantôt chez les grands-parents, tantôt dans les centres sociaux, tantôt chez des amis, dans la famille. Et je sais qu'à tout moment, on souhaite que l'enfant se développe le mieux possible, dans les meilleures conditions, mais que tout ce que l'on peut avoir comme savoir théorique sur les critères, sur les facteurs de bon développement de l'enfant, eh bien, on est toujours obligé de les confronter aux contraintes familiales. Il y en a suffisamment qui nous ont été citées déjà depuis 18h30. Hein. Donc, les contraintes familiales, les contraintes professionnelles, l'organisation des loisirs, les contraintes sociales, les contraintes économiques. Alors, je crois que trouver la meilleure solution pour cette fameuse semaine ou cette journée scolaire,
À mon avis, ça ne va pas être facile. C'est une vraie gageure dans laquelle on s'engage. Et ça fait des années que cette question est récurrente. Alors, j'avais pris dans la présentation de mon propos une métaphore musicale, car c'est vrai que nos journées ressemblent parfois à des partitions qu'on joue, des partitions qui contiennent déjà une mélodie. La mélodie, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on joue, mais à un certain rythme, rapide, lent. Bon, vous connaissez les variations, je ne vais pas toutes les énoncer en musique. Et pour ça, il faut un chef d'orchestre. Alors, le chef d'orchestre, c'est cette fameuse horloge biologique. Alors, je vais faire très, très simple. Notre horloge biologique, eh bien, c'est une zone de notre cerveau située dans l'hypothalamus et qui travaille en concertation avec beaucoup d'autres organes, avec des hormones dont vous avez certainement tous déjà entendu parler, cette fameuse mélatonine, le cortisol et bien d'autres. Et notre organisme, c'est vraiment un orchestre à multiples facettes, puisque tout est rythmé. On pense souvent au rythme jour-nuit, au rythme de la vigilance pendant la journée, mais il y a tellement d'autres choses qui sont rythmées dans notre organisme, depuis le battement de nos paupières, notre rythme cardiaque, notre température centrale, la naissance, la menstruation, etc. Alors, nous, on va se focaliser peut-être un peu plus sur les rythmes veille-sommeil et sur la vigilance au cours de la journée, puisque dans une journée de classe, ce n'est pas non plus la moindre des préoccupations. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents d'élèves ici ou s'il y a beaucoup d'enseignants ou de professionnels qui savent déjà tout sur la question. Qui est-ce qui est parent d'élèves ici? Vous pouvez lever la main? Bon, donc il y a quand même une bonne représentation de parents d'élèves. Alors, une des premières choses qu'on se pose comme question, c'est l'heure du coucher, l'heure du réveil. Et l'enfant, la fatigue de l'enfant. Alors, en ce qui concerne le sommeil, je crois que je ne vous apprendrai rien en vous disant que se coucher tôt, c'est pas mal. Se lever tôt, c'est pas mal aussi, mais j'aurais aussi envie de dire que se lever tard, des fois, ça fait plaisir. Ah, la grasse matinée. Quand on va sur Internet et qu'on tape grasse matinée, on a des surprises, parce qu'il doit y avoir au moins 5 sites possibles sur lesquels on dit que la grasse matinée, c'est très très bien, et 5 autres sur lesquels on dit c'est très très mal. On en reparlera. Alors on s'endort le soir, oui, parce qu'il y a encore une fois notre chef d'orchestre qui fait que, au niveau des sécrétions du cerveau, eh bien, il y a un signal qui dit on doit s'endormir. Et à ce moment-là, si on rate le train du sommeil, on ne s'endormira pas. Dans cette période qui démarre vers 21h, nos chers petits-enfants ont la chance de fabriquer une hormone de croissance pendant quelques heures. Mon voisin vous dira pendant combien de temps. En tout cas, c'est ce qui va leur permettre de grandir. Et puis le matin, on a un coq qui chante. Il paraît qu'il y a une hormone qui s'appelle le cortisol qui nous permet de faire chanter notre coq le matin, peut-être entre 5 et 8 heures. Bien. Donc si on respecte ça, notre chronobiologie du sommeil, tout va bien. Ah oui, mais il y a le mercredi. Le mercredi, qu'est-ce qu'on fait? On dort ou on ne dort pas? Je ne sais pas. Et puis il y a le vendredi. Le vendredi soir, on dort ou on ne dort pas tôt? Et le samedi matin, on se lève ou on se lève tôt ou on se lève tard? Et le dimanche matin, on se lève tôt ou on se lève tard? Bon, je ne sais pas, je m'égare peut-être un petit peu. Je vais aller voir ce que je voulais vous dire encore. Je voulais vous dire des choses plus scientifiques. C'est que cette horloge biologique, elle est génétique, on est programmé comme ça, on est comme ça, et c'est interne, quoi. Et simplement, on n'est pas tous pareils. Vous savez bien qu'il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Il y a des gens qui disent « moi, je suis du matin », d'autres qui disent « moi, je suis du soir ». Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on va pouvoir se mettre tous d'accord? Il y en a qui voudront aller à l'école à 10h du matin et d'autres, ils veulent bien y aller à 7h. Là, j'avoue que je ne sais plus faire.
Et puis, donc tout ça, c'est programmé de l'intérieur, mais il y a aussi ce qu'on appelle des synchroniseurs extérieurs, c'est-à-dire que avec notre programme, on peut quand même influencer notre programme. Et il y a des choses qui l'influencent. Par exemple, la lumière ou l'obscurité, donc les saisons. Quand le soir tombe, on va avoir tendance à s'endormir plus tôt que quand le jour est là jusqu'à 23 heures. En hiver, on va avoir plus besoin de sommeil qu'en été, etc. Qu'est-ce qui peut encore, de l'extérieur, perturber ce rythme de sommeil? C'est l'activité physique. L'activité physique qu'on va avoir eu un peu tard le soir. Comment s'endormir après avoir fait basket de 7h à 20h30 ou 21h. Il va y avoir l'activité intellectuelle aussi. Si on a fait un problème de mathématiques très compliqué entre 19 et 20 heures, au lieu d'aller dîner, on aura peut-être un petit peu plus de mal à freiner. Et puis il y aura aussi l'activité sociale. Tiens, il y a des invités à la maison, on va rester un petit peu réveillé. Il va y avoir les conflits dont vous parliez tout à l'heure. Il va y avoir l'ambiance, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre du psycho-affectif, du relationnel, qui va parfois perturber le sommeil. Alors, que peut-on faire avec toutes ces variations? Je ne sais pas. Il faut trouver un compromis. Il faut faire des choix. On verra comment tout à l'heure. Dans la journée et dans la semaine, il y a également des fluctuations de la vigilance. Classiquement, entre le réveil et midi, il y a une bonne vigilance. Entre 13h et 15h, c'est le moment de la pause méridienne, c'est le moment de la digestion. En général, la vigilance et les activités intellectuelles ne sont pas très performantes ou conseillées à ce moment-là. Entre 15h et 18h, il y a de nouveau un pic de vigilance et de possibilités de travail intellectuel, de travail physique également. Et puis après 18h, il y a de nouveau un frein qui se met en route. Et c'est un frein tout à fait salutaire parce qu'il doit normalement conduire à pouvoir s'endormir dans des bonnes conditions et pas avant, et un petit peu avant minuit quand même. Il y a des études qui ont été faites pour se relier un petit peu aux problèmes scolaires et à la situation scolaire, à la journée scolaire. La chronobiologie, c'est quand même une discipline assez récente, je ne saurais pas dire depuis combien de temps, 80. Et l'école n'étant pas un laboratoire, il n'y a pas eu énormément d'études de performance des enfants. Celles qui ont eu lieu ont toujours eu lieu quand même en milieu scolaire et les enfants ont été évalués sur des performances scolaires, sur des activités scolaires. Et donc on peut se poser la question de savoir si finalement les bons résultats à certains moments sont le résultat de l'adaptation de l'enfant au cycle, au rythme qu'on lui impose, ou si c'est le contraire. Toujours est-il que, finalement, une étude qui fait une comparaison entre des 10 pays européens montre, si je prends la comparaison entre la France et l'Allemagne, où on fait souvent d'ailleurs des comparaisons entre les rythmes de la semaine ou de la journée chez les Allemands et celles en France, montre que finalement, les petits Français ont des pics de vigilance qui sont tout à fait honnêtes, qui sont, comme pour la plupart des pays, se situent vers 11h30, 11h30, il y a de bonnes performances. Mais les Français gardent des bonnes performances plus tard dans la journée que les Allemands qui s'arrêtent en général de travailler vers midi, 1h ou plus tard. Donc on peut vraiment se poser la question de l'adaptation de l'enfant au rythme qui lui est imposé. Donc là, on a pu quand même constater que sur des semaines de 4 jours, eh bien, les performances étaient moins bonnes et parfois les pics de vigilance s'inversaient complètement. Par contre, les performances restaient bonnes sur les semaines de 4 jours et demi ou de 5 jours, parce que ça existait encore. Et on sait aussi
que le lundi matin, voire le lundi après-midi, sont difficiles pour tout le monde, qui suit le week-end, les 2 jours de coupure de week-end, et que le mercredi, qui est une coupure, fait que les pics de performance sont à nouveau perturbés le jeudi matin. Voilà. On sait aussi, et je terminerai la partie peut-être un peu explicative sur ça, c'est que de toute façon, les enfants qui ont de très bonnes capacités intellectuelles, qui sont performants, eh bien, ont beaucoup moins de difficultés d'adaptation et de performance. Ils se fatiguent beaucoup moins vite que les enfants qui sont en difficulté. Ils sont beaucoup plus sensibles aux variations de rythme quand ils sont en difficulté, alors que les autres s'y adaptent très très bien. Voilà, et je voudrais terminer en disant quand même un mot de la fatigue chez l'enfant, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup. J'ai interviewé quelques enfants depuis que je sais que je dois vous en parler, et je leur ai demandé quand est-ce que tu te sens fatigué ? Ou est-ce que tu te sens fatigué à la fin de la semaine ou à la fin de la journée? Alors, ils répondent tous oui, à la fin de la journée, ils sont fatigués. Et quand on leur demande s'ils trouvent ça normal, ils disent oui, parce que j'ai travaillé, j'ai joué, oui, je suis fatigué. Et quand ils dorment, ils se reposent, ils ne sont... Ah, vous n'êtes plus fatigué le matin? Ah bah si, le matin, ils disent qu'ils sont fatigués en se levant. Et en creusant un petit peu, on se rend compte qu'ils confondent fatigue avec « je ne suis pas réveillé ». Donc, quand les mamans disent, et c'est là je l'ai beaucoup entendu, « oh là là, le matin, il est fatigué », demandons-nous aussi de temps en temps si simplement il n'a pas juste un petit peu de mal à se réveiller. Parce que la fatigue, nous, en tant que médecins, on fait bien la différence entre la fatigue qui est « je fais un effort intense et au bout d'un moment, je n'arrive plus à le soutenir, je suis fatigué ». C'est normal. Et on fait bien la différence avec ce que nous appelons l'asthénie, qui est l'équivalent de la faiblesse, et qui est une fatigue avant même d'avoir commencé un effort. Ce n'est pas un effort qu'on n'arrive plus à tenir, c'est une intensité qu'on n'arrive pas à atteindre. Et c'est une intensité qu'on n'arrive pas à atteindre durablement. Et une fatigue qui dure, alors là, ça prend tout à fait une autre signification. Il y a la fatigue, donc l'asthénie de l'enfant qui a une maladie chronique, de l'enfant qui a une maladie grave. Il y a aussi la fatigue de l'enfant qui fait une petite infection ORL saisonnière. Mais celle-là, elle passe très vite. On n'appelle plus pas ça de l'asthénie, c'est de la fatigue. Mais quand même, on se rend compte en pédiatrie que la fatigue, pour des raisons organiques, elle est heureusement relativement rare. Par contre, la fatigue, par désynchronisation par rapport au rythme biologique, est très fréquente. Par rapport au rythme biologique, et cette perturbation du rythme est bien loin de ne venir que de l'école. Elle vient aussi de toutes les autres contraintes sociales, familiales, professionnelles et des conflits. Et je terminerai en disant que quand on fait un choix de semaine, des 4 jours ou des 4 jours et demi, des 5, des 4, tout ce qu'on veut, l'essentiel ensuite, ça va être que les adultes qui ont fait ces choix portent ces choix avec cohérence auprès des enfants et que l'on n'ait pas constamment ce qui crée une brèche pour l'enfant dans laquelle il va s'engager, la même brèche qu'il y a quand un couple se défait, se détruit, à savoir il va profiter de cette incertitude dans laquelle sont les adultes. Donc, quel que soit le choix que nous faisons, il faudra le porter. Et comme l'ont dit les autres personnes qui sont intervenues, c'est que l'enfant, d'abord, il a droit, où qu'il soit, à l'éducation, il a le droit au respect, où qu'il soit, et dans la nature, dans la qualité de ce qu'on va lui proposer, il va falloir qu'on l'aide à satisfaire tous ses droits, le droit d'apprendre, le droit de s'amuser, le droit et les devoirs d'ailleurs d'apprendre aussi, le droit et le devoir d'entrer en relation, d'apprendre à entrer en relation avec les autres, de développer ses goûts artistiques et d'avoir une variété de mélodies à jouer avec le regard et la protection d'adultes désignés pour le faire, ses parents ou d'autres, pourquoi pas. Je vous remercie.
Écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions, je pense, qui ont été très complémentaires, avec 3 approches complètement différentes, mais tout aussi intéressantes les unes des autres pour nous aider à prendre la mesure un petit peu de tout ce qui nous attend. Voilà, donc vous avez parlé de gageure, effectivement. Je pense qu'après vos 3 interventions, c'est un petit peu ce qui ressort de tout cela. Moi, ce que je voulais, et pour rebondir sur les 3 interventions, ce que j'en retiens, sur la première intervention, madame, c'est de nous dire que la présence du parent, quand on regarde ce qui s'est passé à travers les siècles, n'est pas une présence en permanence et, je veux dire, de façon continue, puisqu'on s'aperçoit, mais là c'était une autre époque, effectivement, qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était 21 000 enfants qui étaient élevés dans d'autres contrées à Paris. Et pour rebondir sur ce que disait aussi Gilles, c'est que ce qui est important, c'est la présence des parents à certains moments. Et que lorsque les parents sont présents, il faut vraiment qu'ils se donnent à fond. C'est ce que je retiens. Hein. Moi, je suis un béotien comme vous, bien qu'étant père de 3 enfants. Je crois que c'est ça qu'on peut retenir. Et que c'est pas parce qu'on va passer 10 heures avec son enfant, si c'est dans de mauvaises qualités. Je crois que c'est pas ça qu'il faut, c'est surtout la présence des parents. Lorsqu'elle est là, elle doit être spécifique, elle doit être centrée et tournée vers les parents. Et là, je réponds à une de vos questions et une de vos interrogations et parfois une angoisse que vous avez, celles et ceux qui travaillent au Luxembourg. Je crois que ce qui est important, c'est pas le temps passé. Bien sûr qu'il faut du temps avec ses enfants, notamment, mais c'est le temps passé doit être du temps qualitatif. Et moi-même, j'ai eu un exercice, ma femme était médecin, on n'était pas souvent là à la maison. Je ne dis pas qu'on a fait mieux que les autres ou moins bien que les autres, mais le temps qu'on essayait de passer, c'était toujours du temps qu'on consacrait. Et puis, en ce qui concerne la chronobiologie, c'est une réponse aussi. Moi, j'ai été effrayé il y a 15 jours, puisqu'il y a eu un film qui est passé sur TF1, c'était 50 nuances de Grey. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le lendemain, il y avait eu des sondages de celles et ceux qui avaient regardé ce film, donc c'était la première part d'audience de TF1, et sur la part des âges, 32% avaient entre 4 ans et 14 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'était effrayant. Et à 21h45, la part majeure des gens qui regardaient, des gamins qui regardaient, en fait, du public qui regardait, à 21h45, c'était 4-10 ans. 4-10 ans. Et donc ça veut dire que, et au-delà, je ne rentre pas dans en tant que maire, je serai vraiment d'une objectivité absolue en ce qui concerne la décision que vous prendrez toutes et tous, mais je crois que ce qui est important, pour rebondir sur ce que disait Nicole, et là c'est ma casquette d'endocrinologue, c'est qu'effectivement, le moment d'endormissement chez les petits bouts de chou, je ne parle pas des 14, 15 ans, 16 ans, mais des petits 4, 7 ans, c'est la mise en veille de notre système hormonal, et notamment plus on amène de la luminosité, plus on stimule de la mélatonine, et puis quelque part, on stimule une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient notre température à un certain niveau, à 37 degrés. Parce que quand on s'endort, c'est parce qu'on passe à 36 degrés 2. Vous sentez très bien quand vous allez vous endormir, à un moment donné, vous tombez dans un trou, si je puis dire, c'est simplement la baisse brutale de notre température, parce que c'est la mise au repos complet de notre système hormonal. Et plus les enfants sont stimulés sur le plan visuel, sur le plan, et on parlait de conflit, on parlait de stress, parce qu'on n'a pas parlé des catécholamines, adrénaline, noradrénaline, qui sont une hormone vraiment de stimulation forte. Plus nos enfants sont dans des situations comme ça, plus ils maintiennent une température élevée, moins ils s'endorment, plus ils se réveillent tard. Et là, ce que tu disais, Nicole, voilà, ce que tu disais, c'est que nos enfants, le matin, effectivement, ils ne sont pas fatigués, c'est qu'il leur manque quelque chose. Ils ont du mal à se réveiller parce que peut-être qu'il leur manque effectivement un temps de sommeil. Voilà, je n'irai pas plus loin, parce que je ne veux pas participer au débat de par mes interventions et orienter les gens sur 4 jours ou 4 jours et demi. Moi, je voudrais juste insister sur les nouvelles technologies. Je viens de terminer justement une conférence sur les nouvelles technologies qu'on avait appelées des clics et des claques. Il faut savoir que le téléphone, l'écran du téléphone, les écrans des tablettes, les écrans de la télé produisent une lumière bleue qui fait que, alors on peut acheter des lunettes anti-lumière bleue et tout, bon ça c'est pour vous si rayon supermarché, mais en attendant, un ado a déjà un rythme de sommeil par rapport au petit qui va se décaler. L'ado il va s'endormir de plus en plus tard et il va se lever de plus en plus difficilement.
Si en plus, on n'est pas capable à un moment donné, c'est là que je parlais de règles tout à l'heure, de dire à un gamin, non, à partir de telle heure, tu n'es plus devant la télé, tu n'es plus devant la tablette, tu n'es plus devant le téléphone, tu es devant un livre, tu es devant autre chose, on fait un jeu ensemble ou quelque chose, on va participer en tant que parent, je suis désolé, au fait que cet enfant, il ne va pas être capable de s'endormir parce que la lumière bleue qu'il va percevoir à travers les nouvelles, la tablette et autres, va l'empêcher de mettre son cerveau en mode sommeil. Et c'est bien de là une de non-responsabilité d'adulte, je suis désolé, que de dire à un moment donné, non, tu ne peux pas, à 9h du soir, commencer à aller jouer sur ta tablette, parce que même si tu as acheté les lunettes à la machin truc, non, c'est des conneries. Hein, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on accepte l'idée que biologiquement, ces outils-là empêchent le processus de monter dans le train du sommeil, tout simplement. Si on ne monte pas dans le train, on ne peut pas arriver à la gare le matin pour se lever. Et qu'est-ce qu'on constate chez nos ados? C'est cette difficulté. Alors déjà, biologiquement, l'ado, il a du mal à se coucher et du mal à se lever. Si en plus, très vite, on rentre dans les histoires de téléphone. En plus, vous savez très bien que s'ils ont leur tablette ou leur téléphone la nuit, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'envoient des chats et compagnie. Donc, conclusion, ils ne se couchent pas, ils ne dorment pas, parce qu'à 3h du matin, il y en a un qui a envie de discuter avec l'autre. Et c'est des rythmes qui sont complètement fous. Comment voulez-vous qu'après, ils puissent s'accrocher sur une réalité scolaire ou sur une réalité de travail? Je veux simplement préciser que volontairement, ce soir et mercredi, c'est plus une réflexion sur le plan des rythmes biologiques. Qu'au mois de février, il y aura 2 réunions qui vous expliqueront si nous passons à 4 jours, si nous restons à 4 jours et demi, puisque j'ai demandé à Pauline et l'ensemble des affaires scolaires que si nous repassons à 4 jours, c'est que ce soit mieux en termes de temps. Et donc c'est tout le débat qu'il y aura en février. Là, je crois que c'était important ce soir de rentrer dans les rythmes scolaires par une démarche un petit peu de réflexion à travers les spécialistes. Et puis en février, si nous passons par exemple à 4 jours, il y aura telle organisation qui vous sera proposée. Donc là, vous aurez des réponses et vous aurez à vous prononcer effectivement donc votre âme et conscience. En ce qui concerne nos chers politiciens, justement, je n'ai pas voulu dire on va rester à 4 jours et demi comme on va passer à 4 jours. Je crois que ce qui est important, c'est une décision qui, de toute façon, je le sais, contentera certains, quelle que soit la décision, et ne contentera pas d'autres. On le sait, puisque déjà, lorsqu'on était passé à 4 jours et demi, on savait très bien que, d'ailleurs, c'est un débat qui est vieux comme le monde, c'est 4 jours et demi, hein, puisque c'était à l'époque, je crois que M. Darcos, qui avait relancé en fait cette dynamique en 2010-2011. Bon, mais je crois qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire si on changeait les rythmes biologiques, enfin les rythmes scolaires des enfants, et c'est ce qui vous sera proposé en fait en février. Là aujourd'hui, on voulait se concentrer donc vraiment sur des réflexions sur rythme biologique, est-ce qu'il y a un impact, avoir quand même des interventions à la fois sociologiques et à la fois de gens qui sont au cœur de l'enfance pour savoir quel impact. Eh ben, on va conclure. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Sincèrement, un grand merci pour cette soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous du coup au mois de février pour parler organisation horaire.